s'il y en a en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort. En fait, je vais retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Sur le plan économique, cette finale Grenoble-Montauban, eh bien, on va dresser le match des prétendants à la montée sur le plan économique, Philippe Spanghero. Mais avant toute chose, quelle est l'économie de la Pro D2 actuellement et quelle fut son évolution ces derniers mois et années? L'économie de la Pro D2, elle est très intéressante. Elle a été servie par deux leviers majeurs qui sont l'affluence très importante dans les stades, puisqu'on a gagné beaucoup de spectateurs en moyenne ces 2 dernières saisons, notamment la dernière saison. On a dépassé les 6000 spectateurs d'affluence moyenne dans les stades de Pro D2, ce qui est beaucoup et ce qui génère des revenus jour de match qui deviennent de plus en plus importants pour les clubs. Et ensuite, avec la renégociation de la Ligue nationale de rugby et de ses droits télé, comme la Ligue a une répartition, on va dire, homogène entre les clubs de top 14 et Pro D2, bien sûr, à la hauteur de chaque division, ça, c'est un apport de revenus qui est significatif quand même pour les clubs de Pro D2. Et les revenus de la Ligue ont un impact beaucoup plus fort dans les budgets de Pro D2 en termes de pourcentage que dans ceux de top 14. Donc ces facteurs cumulés, ils renforcent un peu l'économie de cette Pro D2 et sa stabilité en tant que seul championnat du monde de 2e division professionnelle. Alors d'un point de vue des projets, ces clubs, donc Grenoble et Montauban, avaient-ils prévu une potentielle montée en top 14, Philippe? Alors Grenoble plus sérieusement, je pense, parce que c'est un club qui a fait quand même le yo-yo régulièrement ces dernières saisons et qui a un environnement, un stade, qui est sur 3 finales consécutives. 3 finales consécutives, donc calibré pour monter. Montauban, c'était l'ambition du propriétaire Maillard quand il a racheté le club, mais c'est une équipe qui a été décevante ces dernières saisons, comme mettait régulièrement dans nos prétendants aussi place qualificative en début de saison, avec des recrutements intéressants, mais qui butaient à chaque fois. Donc là, cette année, ils arrivent quelque part à ce qu'ils ont voulu construire depuis des années, mais malgré tout, en termes d'économie propre, d'environnement, d'infrastructure, c'est un club, sans leur faire offense, qui est moins prêt à affronter le top 14 que cette équipe du FCG. Ça, c'est quand même assez intéressant. Justement, on y va sur les structures. Comment sont les fondations des deux clubs? Est-ce qu'on a des grandes différences? Oui, il y a d'énormes différences. Déjà, quand on regarde un peu les budgets, aujourd'hui, le FCG est sur un budget de 13 millions et demi d'euros. L'équipe de Montauban, 11 millions. C'est la moyenne de ce championnat de Pro D2 cette année, 11 millions d'euros. Montauban est dans la moyenne, le FCG est au-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu ce qu'il faut pour essayer d'exister dans ce top 14 pour l'équipe qui va monter. Et en fait, on sait aujourd'hui, alors bien sûr, les chiffres sont faits pour être de temps en temps démontés, mais en tous les cas, on sait que en dessous de 21 millions d'euros, c'est très dur d'exister dans ce championnat de top 14. L'équipe de Oyo, la saison dernière, qui avait fait l'ascenseur, avait un budget de 18 millions et demi. C'était vraiment très faible par rapport à ce top 14. Donc, on sait qu'en dessous de 21 millions, c'est très compliqué. Donc, quand vous regardez l'écart qu'il y a aujourd'hui avec ce budget du FCG à 13,5 et le budget de Montauban à 11, on se dit qu'il y a beaucoup à aller chercher. Donc, ils vont aller le chercher comment? Ils vont bien sûr avoir des revenus de la Ligue nationale de rugby supérieurs pour l'équipe qui va monter, forcément. Des revenus billetterie, hospitalité, etc., forcément revus à la hausse. Mais malgré tout, très souvent, pour l'équipe qui monte, en plus, c'est très difficile de négocier avec ses sponsors à l'intersaison pour vraiment faire des jumps et avoir des gaps financiers importants. Donc, cette saison de transition, elle est compliquée et en général, elle coûte très cher aux actionnaires. Mais avant de parler de l'avenir, là, actuellement, les structures des deux clubs quelles sont-elles? Avec le stade, avec le centre de formation? Alors c'est super intéressant. Bon, bien sûr, le FCG, là aussi, est très en avance par rapport à l'équipe de Montauban, si ce n'est que là, c'est tout frais, hein, ça a quelques heures, c'est d'hier. Le FCG est dans une situation très délicate parce que il y a ce stade des Alpes qui est un très bel outil et qui permet de faire beaucoup de choses, mais ça fait des années qu'un bras de fer est en train de se jouer parce que ce stade des Alpes, il est géré
par une société commerciale qui est portée par le club de rugby et le club de foot de Grenoble. Ces deux clubs se plaignent du coût et donc demandent le soutien de la ville. Hier, il a été acté que cette société allait cesser d'exploiter le stade. Donc, elle essaie de renvoyer la balle à la collectivité. Et donc là, il y a tout à reconstruire. Donc, sur le papier, on ne sait pas trop ce qui va se passer pour le club de Grenoble. En tous les cas, aujourd'hui, l'option Lesdiguières paraît pas viable en termes de cahier des charges, notamment. C'est le deuxième stade, le stade un peu mythique de Grenoble, mais effectivement qui est quand même assez loin des exigences. Assez loin des exigences de la Ligue nationale de rugby, des exigences qui évoluent tous les ans. Donc, il va falloir que le club et la collectivité arrivent à s'entendre. Mais tout l'enjeu, ça va être le coût, parce que le coût du stade pèse très lourd dans les finances du club du SCG. Mais si on parle de structure propre, sans parler du contexte et des enjeux du moment, bien sûr que ce stade des Alpes, il est fait pour générer des profits importants, accueillir des entreprises, faire des hospitalités, de la relation publique et structurer le budget. Du côté de l'USM, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez un stade d'une capacité de 9000 places. Il y a eu des travaux entrepris récemment, je crois il y a un an par la mairie, avec des réhabilitations de tribunes, avec une nouvelle pelouse, etc. Certes, mais la grosse défaillance de cette équipe de Montauban, c'est la capacité d'hospitalité. Et quand vous savez aujourd'hui qu'une partie du budget est structurée vraiment sur ce qu'on appelle la relation publique et la relation entreprise, c'est là que la question va se poser. Si c'est Montauban qui monte demain, pour trouver des solutions d'accueil pour être capable de générer des revenus, parce qu'il faudra en générer de façon importante en relation publique. Quel type de dirigeants dirigent ces deux clubs ? Est-ce qu'on a des mécènes ? Est-ce qu'on a des groupes ? C'est des profils assez similaires en termes de profil d'entrepreneur, mais si ce n'est que la différence, c'est que c'est un peu plus diffus à Grenoble, même si le leader, c'est Patrick Goffy, qui était président à la fin des années 90 et qui est revenu sauver quelque part le FCG l'année dernière après les problèmes récurrents financiers avec la DNACG. Donc c'est lui qui a le leadership sur le pool d'entrepreneurs. Mais il y a d'autres acteurs à Grenoble qui sont au soutien de Patrick Goffy. Et il y a un environnement économique à Grenoble qui, en termes de potentiel, est plus important. À Montauban, c'est beaucoup plus faible en termes de potentiel économique. Et donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Maillard, qui est un gros industriel d'Occitanie, qui a racheté le club, qui en est le propriétaire et le mécène. Ah, ça c'est un point important parce que c'est vrai qu'il y a des petites différences. Justement, on parlait des recettes des deux clubs de billetterie, tout ça, mais leur empreinte sur le tissu local pour aller justement chercher des vecteurs de croissance en cas de montée en top 14. Lequel de ces deux clubs est le mieux installé sur le tissu local ? Clairement, là encore, c'est Grenoble, mais c'est difficile de comparer une ville de 50 000 habitants, peut-être 70, 80 000 avec l'agglomération, avec une ville comme Grenoble qui est très dynamique sur certains secteurs d'activité, une ville attrayante aussi d'un point de vue de la qualité étudiante, enfin de l'offre étudiante. Donc quelque part, il n'y a pas vraiment de match sur le papier. Donc du côté de Montauban, de toute façon, là, il n'y a pas de secret sur ces petites villes, etc. Le club aura besoin du soutien total des collectivités. Grenoble avec l'agglo, c'est 450 000 à peu près, voilà, pour donner un ordre d'idée. 450 000 et Montauban, vous avez peut-être 80 000, peut-être 100 000 avec la grande couronne. Donc, il n'y a pas vraiment de comparaison en termes d'échelle et de potentiel économique. Donc, c'est là que revient sur le devant de la scène toute la réflexion du mécène et de sa capacité à assumer. Et puis, bien sûr, les collectivités, là, pour un cas comme Montauban, qui seront, j'en doute pas si Montauban montait, mais qui devront être au soutien total, même si on sait à quel point aujourd'hui c'est compliqué avec les collectivités. Donc, voilà un peu les grandes différences. Donc, c'est sûr que vous voyez, si on se réfère encore une fois à des grands standards, si on dit qu'il faut au moins 20-21 millions d'euros de budget structuré pour espérer exister dans ce top 14, aujourd'hui Montauban est à 11, il faut en trouver 10. Donc peut-être qu'il en manquera 4 ou 5 à trouver entre les revenus de
de la Ligue, plus les nouvelles subventions en fonction des barèmes des collectivités, en fonction de la division dans laquelle vous jouez. Mais c'est un gros chantier et c'est très compliqué parce que le timing est très complexe. Vous devez renégocier avec vos gros sponsors en pleine saison à des moments où les entreprises manquent aussi parfois de visibilité. Donc vous arrivez avec vos arguments en disant que l'impact télé va être beaucoup plus fort, que la médiatisation autour de vos gros sponsors va être plus forte. Certes, mais en tous les cas, sur cette première saison, vous n'arrivez pas à tirer le maximum de vos arguments. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est souvent ces années de montée qui coûtent très cher aux mécènes et aux actionnaires principaux. Et ça, c'est intéressant. Et on termine la chronique vers une ouverture un peu sportive. Au regard de tout ça, Philippe, il y a la sensation que le club qui a le moins besoin de monter est probablement Montauban. En tout cas, qui a le moins de pression pour monter est probablement Montauban au regard de sa situation sportive. Ils étaient 6e et ils ont été incroyables. Ils ont gagné à Colomiers, ils ont gagné à Brive. Il y a une aventure, mais il y a peu de pression. Financièrement, tu te rends compte que au final, Grenoble est peut-être bien plus taillé pour aller en top 14. Donc, est-ce que ça peut être une force sportive de dire à ces joueurs, bon bah les gars, vous pouvez construire un truc extraordinaire entre vous. Il peut se passer quelque chose d'inouï avec un titre, mais il n'y a pas de pression. Il n'y a pas une immense pression. Non, mais c'est sûr que c'est pas comme Brive, qui était taillé pour monter en top 14 et qui ne l'a pas eu, quoi, par exemple. Bien sûr, la pression est beaucoup moins forte du côté de Montauban que du côté de Grenoble, parce que d'abord, il y a 3 années successives de finale et que quelque part, il faut conjurer le sort. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en effet, au-delà de ce dont on a parlé, il y a un centre de formation du côté du FCG, il y a des performances dans les équipes de jeunes, il y a une structure qui fait que ce club se voit exister en top 14. Il a une histoire qui est longue avec le rugby français. Donc bien sûr que la pression n'a rien à voir. Mais juste pour terminer, pour remettre un peu en perspective les grands enjeux du rugby, mais on voit à quel point notre économie, elle est fragile et pour les présidents de clubs complexe parce qu'elle est extrêmement liée à la performance sportive. Cette équipe de Montauban, c'est le meilleur exemple de Pro D2 et peut-être même en pourcentage de tout le rugby français. Vous avez une équipe qui décevait quelque part la saison dernière, qui répondait pas aux attentes. Il n'y a même pas quelque part, ils ont joué l'access match à Narbonne pour pas descendre en national. Et ça s'est joué à un point. Donc, et vous aviez l'année dernière à Montauban 4200 spectateurs de moyenne sur la saison. Cette année, c'est 6100. Ils ont gagné 42% d'affluence. Donc vous voyez bien à quel point la performance sportive de votre équipe, elle impacte votre économie. Et ça, quelque part, vous n'avez pas la main là-dessus. Donc d'une saison qui démarre du début jusqu'à la fin de la saison, vous êtes extrêmement lié à la performance sportive, à ce que proposent vos joueurs sur le terrain. Et c'est ce qui fait que potentiellement, vous allez pas perdre d'argent ou pas beaucoup, ou que vous pouvez en perdre beaucoup. Et ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Philippe Spanghero. Reste avec nous. Dans un instant, on va justement parler du dur passage d'un club en top 14, quoique c'est pas encore terminé pour Vannes. On est avec, dans quelques instants, le directeur général, Martin Michel. Soyez au rendez-vous au 0826 300 300.